Nous allons écouter le Dr Audrey Garneau de la réanimation de Saint-Denis, dans lequel nous parler de la prise en charge en réanimation du patient oncohématologie. Excusez-moi. Donc bonjour, oui, Garneau, je suis médecin dans le service de réanimation dans cet hôpital. Je vais vous faire une présentation très pragmatique des données qu'on a pu observer récemment dans notre réanimation pour essayer de faire évoluer les choses de manière conjointe avec nos confrères d'oncologie et d'hématologie. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Nous avons réalisé une évaluation rétrospective grâce à une recherche Atalante entre le 1er novembre 2014 et le 1er novembre 2015 de tous les patients entrés en réanimation en urgence pour une détresse quelle qu'elle soit, donc ce qui excluait tous les patients entrés pour une chirurgie réglée. Et nous avons également exclu les patients entrés pour un cancer bronchopulmonaire que le docteur Durand-Gasselin détaillera par la suite. Nous avons ensuite évalué chaque dossier. 31 patients sont donc rentrés sur ces 365 jours. 2 patients sont venus 2 fois à la réanimation. Il y avait une majorité d'hommes. Tous sont rentrés en réanimation. 3 sont passés par l'unité de surveillance continue à leur sortie de réanimation, ce qui a consommé 223 jours de réanimation et 11 jours d'unité de surveillance continue. L'âge de ces patients était en moyenne 63 ans, avec un délai de prise en charge entre l'entrée à l'hôpital et l'entrée en réanimation de 5 jours, un IGS-2 à 61, une durée d'hospitalisation en réanimation de 6 jours et une durée d'hospitalisation à l'hôpital de 15 jours. Il était intéressant de noter que 15 patients ont été admis durant les horaires de jour. Le corollaire, c'est que 16 des 31 patients ont été admis sur nos horaires de garde. Le devenir de ces 31 patients, 20 patients sont décédés en réanimation, 5 patients sont décédés à l'hôpital dans les suites, 3 patients sont aujourd'hui perdus de vue et 3 patients sont toujours vivants. L'engagement thérapeutique de ces patients, chaque patient de réanimation a une feuille d'engagement thérapeutique qui peut être engagement maximal, limitation thérapeutique ou l'abstention thérapeutique qui aboutit dans 99,9% des cas au décès. Il est à noter que dans les 3 patients toujours vivants, 2 sont en limitation thérapeutique et pour autant plusieurs mois après ils sont toujours là et un seul patient en engagement maximal est toujours vivant à l'heure actuelle. Cette population était des patients d'hématologie pour 8 d'entre eux, 17 étaient en aplasie post-chimiothérapie et 6 patients étaient en cours de chimiothérapie non aplasiante. Pourquoi sont-ils rentrés en réanimation? La majorité pour un état de choc, septique pour la plupart, un peu moins pour des détresses respiratoires aiguës et un nombre très restreint pour des décompensations respiratoires, d'insuffisance respiratoire chronique, pour un coma ou pour autre chose. La cause de ces états de choc était pour la plupart des pneumopathies, puis des bactériémies, des infections de Pâques ou de voie centrale, des colites, et enfin il est à noter que pour un peu plus de 10% de ces patients, aucune cause réellement infectieuse n'était retrouvée à l'état de choc. Quelles défaillances présentaient ces patients? Donc la plupart présentaient une défaillance hémodynamique, puisqu'ils rentraient pour un état de choc, puis respiratoire, hépatique, rénale, et enfin très peu finalement présentaient une défaillance cardiologique. Aucune de ces défaillances n'est associée à 100% de mortalité. Ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que plus de la moitié des patients qu'on reçoit en réanimation ont au moins 3 défaillances d'organes et que tous les patients qui avaient au moins 3 défaillances d'organes sont morts. Si on compare les patients aujourd'hui vivants et les décédés, la seule chose qui ressort, c'est l'IGS-2, donc le score de gravité à l'admission. On voit que les patients décédés avaient d'emblée un score de gravité beaucoup plus élevé que les patients toujours vivants. Que dit la littérature? Donc des articles qui datent de 1995 à aujourd'hui. C'est un petit mix.
de ce que nous a déjà raconté Jamet. Donc cette étude de cohorte multicentrique était sur tous les patients d'oncohématologie et comparait les patients admis pour une chirurgie réglée, les patients admis pour une chirurgie en urgence ou les patients médicaux. Et l'on peut voir que les principales différences entre ces patients étaient que les patients qui rentraient en réanimation pour des causes réglées étaient en meilleur état général, avec des scores de défaillance moindres, avec une évolutivité néoplasique qui était moindre, et donc la survie et les autres outcomes étaient meilleurs chez ces patients que chez les patients qui rentraient en urgence en réanimation. En analyse multivariée, les facteurs prédictifs de mortalité étaient une chirurgie en urgence, une cause médicale d'admission, un amaigrissement récent, le SOFA, donc un score de défaillance d'organes à l'admission, et le performance status, également l'évolutivité de la néoplasie et la ventilation mécanique. Cette analyse rétrospective de l'IGR, toujours chez les patients d'oncohématologie en général, a montré que le nombre de défaillances ainsi que la défaillance respiratoire et cardiologique étaient directement liés à la mortalité, et ce, sans différence entre les malades d'oncologie et les malades d'hématologie. Une troisième étude sur les caractéristiques et le devenir des patients admis en réanimation en Europe. Donc c'est une étude multicentrique. Les patients en blanc sont les patients de population générale. Les patients en noir sont les patients porteurs d'une néoplasie solide. Et les patients en gris sont les patients d'hématologie. On voit que pour des défaillances, pour un score de défaillance de plus de 3, la mortalité des patients d'oncohématologie est bien supérieure à la mortalité de la population générale, et lorsque l'on observe plus de 4 défaillances, la mortalité est quasiment de 100%. On sait que les patients admis en réanimation qui nécessitent une intubation ont un taux de mortalité qui est beaucoup plus important que les autres patients. Ce taux de mortalité avoisine aujourd'hui les 60%. Il est donc important de dépister le plus tôt possible ces facteurs de risque d'intubation. Dans cette étude, l'hypoxémie à l'entrée et les images radiologiques étaient des facteurs d'intubation, ça on s'en doute, mais également toutes les autres dysfonctions d'organes, hépatiques, rénales, neurologiques et hémodynamiques, d'où la nécessité d'admettre le plus précocement ces patients avant l'apparition de ces défaillances d'organes. Une étude prospective sur des patients nécessitant une intubation trachéale qui a comparé les survivants et les non-survivants. Donc les survivants sont les petits points, les non-survivants sont les carrés. On voit que les patients admis en réanimation qui nécessitent une intubation, qui s'améliorent rapidement, vont survivre, contrairement à ceux qui ne s'améliorent pas et qui vont pour la majorité décéder. Cette analyse d'une base de données sur des patients uniquement d'hématologie avec des détresses respiratoires aiguës, donc énormément de patients screenés, 1753 patients analysés. On voit que le recours à la ventilation mécanique augmente la mortalité aux alentours de 7% pour les patients qui ne nécessitent pas de support ventilatoire, aux alentours de 12% chez les patients qui nécessitent de la VNI et proche de 70% chez les patients qui nécessitent une ventilation invasive. Dans cette même étude, encore une fois, le nombre de défaillances était associé à la mortalité et chaque courbe ici est une défaillance supplémentaire. Donc en bas, avec un très fort taux de survie, les patients avec 0 défaillance, 1 défaillance et jusqu'à 5 défaillances proches de 100% de mortalité. Enfin, cette étude rétrospective sur un modèle prédictif de mortalité. Donc c'était un modèle qui était administré à chaque proposition d'admission pour des patients d'oncohématologie.
Et on voit que finalement, donc TW, c'est too well, c'est-à-dire trop bien pour être admis en réanimation. TS, c'est too sick, trop grave pour être admis en réanimation. Et A, c'est les patients admis en réanimation. Et on voit que finalement, les patients qui sont trop malades pour être admis, il y en a quand même 20% ou un petit peu moins qui survivent. Et à l'inverse, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que dans les patients trop bien pour être admis en réanimation, il y en a quand même presque 40% qui décèdent. Et dans les patients admis en réanimation, le taux de mortalité était aux alentours de 50%. La grande limite de cette étude était que le modèle prédictif avait une aire sous la courbe qui était largement insuffisante. En conclusion, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, je pense, avec nos confrères d'oncohématologie, c'est de déterminer le projet thérapeutique. C'est-à-dire que quand on nous propose un patient en réanimation, il ne suffit pas d'avoir des défaillances pour que la réanimation soit indiquée. Il faut qu'on ait un projet thérapeutique concernant sa néoplasie. Il faut évaluer l'état général. Et là, c'est vrai que le performance status que vous utilisez sûrement beaucoup plus que nous, a l'air d'être assez bien adapté. Il faut prendre en compte les comorbidités et l'âge. Et tout à fait d'accord avec ce que proposait Jamel tout à l'heure, dépister le plus précocement ces patients et admettre les patients avant que les défaillances n'arrivent pour en attendre un bénéfice. Pour les patients les plus graves, la réanimation d'attente, pour nous, paraît quand même justifiée, c'est-à-dire évaluer l'évolution de leur défaillance d'organes sur les 2 premiers jours, grâce par exemple au SOFA, qui est un score qu'on utilise largement en réanimation, et peut-être qu'il ne faudrait pas prendre en charge plus de 3 défaillances d'organes avec des supports de vie comme des vasopresseurs, une épuration extra-rénale, une ventilation mécanique, puisque l'on sait que les patients qui ont plus de 3 défaillances d'organes meurent pour la plupart. Voilà, merci.